La lombalgie chronique non spécifique, la LCNP, bon, pour nous, kinés et futurs kinés, c'est un sujet quotidien, un vrai défi. Ah oui, clairement. Une source de douleur, d'incapacité pour beaucoup de patients. Et puis un vrai casse-tête parfois pour savoir comment optimiser nos prises en charge. On cherche toujours ce qui marche le mieux, quoi. Justement, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question très pratique, le massage classique. Quand on l'ajoute à notre physio habituel, est-ce que ça fait vraiment mieux qu'un simple toucher un peu comme un placebo? Exactement. C'est une question hyper pertinente pour notre pratique. Voilà. Et pour explorer ça, on va se baser sur une étude assez récente qui a comparé les deux de manière assez directe. Oui, tout à fait. On va décortiquer ensemble un essai clinique randomisé et contrôlé. Il est paru dans le Journal of Bodywork and Movement Therapies. C'est une étude turque D'accord? et elle nous donne un niveau de preuve quand même assez élevé, niveau 1B selon JOSPT, ce qui est vraiment pas mal. L'idée, c'était précisément de comparer physio conventionnel plus massage classique versus physio conventionnel plus un massage placebo. Ok, donc notre objectif là, c'est de voir ce qu'on peut vraiment tirer de cette étude pour nous, sur le terrain. Qu'est-ce que ça change concrètement dans notre approche? Allez, on y va, on décortique ça. Parle-nous un peu plus de cette étude. Comment elle a été menée? Alors, il s'agit donc d'un essai randomisé contrôlé réalisé en Turquie. Ils ont recruté 41 participants. Tous souffraient de lombalgie chronique non spécifique depuis au moins 3 mois. Classique comme critère. Oui. Et ils les ont répartis au hasard dans 2 groupes. Le premier groupe, il avait donc la physiothérapie conventionnelle, on va dire PC, plus le massage classique, MC. PC plus MC. D'accord. Et le deuxième groupe, c'était la même PC, mais cette fois avec un massage placebo, MP. Et c'est cette comparaison directe qui est vraiment intéressante ici. Et la PC et la physio conventionnelle, ça consistait en quoi exactement? Alors, c'était assez standard, je dirais. Application de chaleur, donc hot packs, Mhm. des étirements ciblés sur les extenseurs lombaires, les fléchisseurs et rotateurs externes de hanches, Ok. et puis du renforcement musculaire. Abdos, lombaires, muscles de la hanche, bref, un programme assez classique, quoi. Oui, ça ressemble à ce qu'on fait souvent. Et la différence, c'était sur le massage alors, les 10 minutes de thérapie manuelle. Sur la zone lombaire et fessière, D'accord. il ciblait les érecteurs du rachis, le grand dorsal, les grands fessiers, avec une huile neutre, genre huile pour bébé. Et le groupe placebo, le MP? Alors là, c'était différent. C'était un simple toucher, pendant 10 minutes aussi, sur les mêmes zones, avec la même huile, mais sans aucune technique spécifique de massage, juste un contact manuel léger et maintenu. D'accord, juste la présence des mains en gros. C'est un peu ça, oui, pour contrôler l'effet du simple contact. Et un point important, c'est l'intensité. Ah oui. C'était intensif, 5 jours par semaine pendant 3 semaines. Donc 15 séances au total pour chacun. 15 séances en 3 semaines. Effectivement, c'est costaud. Ça pose la question de la faisabilité en routine, mais bon, ça donne une bonne dose d'intervention pour voir s'il se passe quelque chose. Exactement. Et pour évaluer l'effet, qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Quels étaient les critères principaux? Alors, ils ont mesuré pas mal de choses, avant et juste après les 3 semaines. Le critère numéro 1, c'était la douleur, évaluée avec l'échelle visuelle analogique, l'EVA, L'EVA, oui. au repos, pendant l'activité et la nuit. Ensuite, la mobilité du dos en flexion avec le test de Schobert modifié. TSM, ok. L'incapacité fonctionnelle, très important, avec l'indice d'Oswestry. L'ODI, Oui, Lodi, on connaît bien. l'état psychologique aussi, anxiété et dépression via l'échelle HADS. Et enfin, la qualité de vie, avec le SF36, qui donne un score physique, le PCS, et un score mental, le MCS. D'accord. Une matrice assez complète. Oui, et surtout, et ça c'est vraiment crucial pour notre discussion, on va toujours regarder les résultats en pensant aux différences minimales cliniquement significatives, les fameuses DMCS ou MCID en anglais. Absolument essentiel, oui. Pour savoir si un changement statistique veut vraiment dire quelque chose pour le patient au quotidien. C'est exactement ça. Bon, alors commençons par le commencement. La douleur, le symptôme numéro 1. Qu'est-ce que l'étude a montré là-dessus? Alors, pour la douleur, les 2 groupes se sont améliorés de façon statistiquement significative, que ce soit le groupe massage classique ou le groupe placebo. Ah, Oui, après les 3 semaines, les participants des 2 groupes avaient moins mal au repos, à l'activité et la nuit par rapport au début. Ça, c'est la stat. d'accord. Mais alors, cliniquement,
avec la MCID. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour la signification clinique, seule la diminution de la douleur pendant l'activité a atteint le seuil de la MCID. Seulement celle-là. Oui, la MCID pour les VA, c'est autour de 1,4 cm sur 10. Et ce seuil a été dépassé dans les deux groupes, aussi bien massage classique que massage placebo. Ah mais attends, ça c'est hyper intéressant. Ça veut dire que pour soulager la douleur à l'activité, de manière cliniquement pertinente, ajouter un massage classique n'a pas fait mieux qu'ajouter un simple toucher. C'est exactement ce que les chiffres montrent. Donc la technique spécifique, là, pour ce critère précis de douleur à l'activité, elle n'apporte pas de plus-value par rapport au simple fait de toucher. C'est ça. Quand on compare les deux groupes, à la fin, il n'y a aucune différence statistiquement significative sur les scores EVA finaux, ni au repos, ni à l'activité, ni la nuit. D'accord. Donc ça suggère fortement que le toucher thérapeutique en lui-même, quand on l'ajoute à la physio conventionnelle, ça a déjà des effets positifs cliniquement significatifs sur la douleur à l'activité. Mhm. Les mécanismes, on peut imaginer modulation du système nerveux, peut-être moins d'hormones de stress, détente musculaire, relaxation générale. Oui, les effets non spécifiques du toucher. Voilà. Et donc, dans cette étude, sur 3 semaines, les manœuvres spécifiques du massage classique, les fleurages, le pétrissage, n'ont pas montré de supériorité sur le simple contact pour réduire la douleur. Pour nous, kinés, ça veut dire que pour cibler spécifiquement cette douleur à l'activité, intégrer un temps de toucher, même simple, mais structuré, dans la séance, en plus des exos, ça pourrait déjà être pertinent cliniquement. C'est une lecture possible, oui. C'est une nuance importante. Ok, très clair pour la douleur. Mais si la technique ne fait pas la différence pour la douleur, est-ce que ça change quelque chose pour la fonction, pour l'incapacité au quotidien? Qu'est-ce que dit l'indice d'Oswestry, l'ODI? Ah, alors là, par contre, le tableau est différent. Pour l'incapacité fonctionnelle, l'ODI, on a aussi une amélioration statistiquement significative dans les deux groupes par rapport au début. Comme pour la douleur, donc. Oui, mais la différence fondamentale, c'est que seul le groupe qui a reçu le massage classique, MC, a montré une réduction de l'incapacité qui était aussi cliniquement significative. Hein? Là, il y a une différence. Oui. Pour être précise, dans le groupe MC, le score ODI a diminué en moyenne de 12,20 points. 12 points. Oui. Et la MCID pour l'ODI, elle est généralement fixée autour de 10 points. Donc, le groupe MC dépasse ce seuil. D'accord. Et le groupe placebo? Le groupe placebo, lui, s'est amélioré statistiquement, mais la diminution n'a pas atteint ces 10 points de MCID, donc amélioration statistiquement significative, mais pas cliniquement significative pour l'incapacité. Ok, là, la distinction est nette sur l'impact clinique perçu, même si je suppose la différence entre les deux groupes sur le score final n'était peut-être pas statistiquement significative. C'est exact. Il n'y avait pas de différence statistique entre les groupes sur l'ODI final. Mais le fait que seul le groupe MC franchisse le seuil de pertinence clinique pour l'incapacité, ça suggère quand même que la technique de massage, les manœuvres spécifiques, elles ont un avantage réel pour aider le patient à mieux fonctionner au quotidien, c'est ça, hein? C'est l'interprétation épologique, oui. Ça suggère fortement que les fleurages, le pétrissage, ça apporte quelque chose de plus que le simple contact pour restaurer la fonction chez ces patients chroniques. Du moins, sur la durée de l'étude. Les mécanismes pourraient être quoi? Meilleure détente musculaire spécifique, Proprioception? c'est possible. Peut-être une meilleure réduction de certaines tensions musculaires clés, une influence sur la proprioception ou une facilitation du mouvement que le simple toucher n'offre pas au même degré. Et est-ce que cette amélioration fonctionnelle, on la retrouve aussi dans la qualité de vie, le SF36? Oui, ça va dans le même sens. L'étude rapporte que seule la combinaison physio plus massage classique, PC plus MC, a permis une amélioration significative de la qualité de vie. Ah oui. Sur quelle composante? Plus précisément sur la composante physique PCS du SF36. Elle s'est améliorée de façon statistiquement significative dans le groupe MC. Et dans le groupe placebo? Aucune amélioration significative pour le score PCS dans le groupe placebo. D'accord. Et en plus, quand on compare les deux groupes, l'amélioration du score PCS était statistiquement supérieure dans le groupe MC par rapport au groupe MP. Donc là, il y a aussi une différence statistique entre les groupes en faveur du massage classique. Oui, pour la qualité de vie physique. Par contre, précision importante, pour la composante mentale, le MCS, aucune amélioration significative dans aucun des deux groupes. Ok. Donc un bénéfice vraiment ciblé sur le physique et la fonction. Ça renforce l'idée que l'ajout des manœuvres spécifiques du massage classique à la physio, ça apporte un plus tangible, cliniquement pertinent pour l'incapacité et statistiquement supérieur pour la qualité de vie physique, à court terme en tout cas.
C'est ce que ces résultats indiquent, oui. C'est une info précieuse pour nous, pour savoir quand proposer ce type de massage. Continuons. La mobilité du dos, le Schaubert. Est-ce que le massage a aidé les patients à être plus souples? Alors, pour la mobilité en flexion, mesurée par le TSEM, il y a eu une amélioration statistique dans les deux groupes. Encore les deux. Oui, mais cette amélioration n'a pas atteint la MCID, la différence cliniquement significative, qui est d'environ 1 cm pour ce test. Donc on mesure un petit gain, mais probablement pas assez pour que le patient dise « Ah oui, je me penche beaucoup mieux ». C'est ça. Et il n'y avait pas non plus de différence significative entre les deux groupes sur ce critère. 3 semaines, même intensives, c'est peut-être court pour voir des gains cliniquement significatifs sur la mobilité dans un contexte chronique. C'est une hypothèse tout à fait plausible, oui. La raideur chronique, c'est souvent multifactoriel et bien installé. Il faudrait peut-être plus de temps. D'accord. Et pour finir sur les résultats, l'étape psy. Anxiété, dépression, mesurée par la HADS. Le massage, on l'associe souvent à la détente. Est-ce que ça s'est vu sur les scores? Alors là, les résultats sont, mitigés. Et il faut lire attentivement. La conclusion principale, c'est qu'il n'y a eu aucune amélioration cliniquement significative ni pour l'anxiété, ni pour la dépression, dans aucun des deux groupes. Ah bon? Pas d'effet clinique? Non, les changements sur les scores HADS étaient bien en dessous des MCID pour cette échelle. Même pas un petit quelque chose. Alors, si. Il y a eu une petite différence statistique en faveur du groupe massage classique pour le score de dépression à la fin. Le P était significatif. Ah, quand même. Oui, mais attention, il faut tout de suite relativiser. La différence moyenne entre les groupes était minuscule, 1,87 points. Alors que la MCID est 2. Environ 5 points pour la dépression sur la HADS, donc on est très très loin du compte. D'accord, donc signification statistique, oui, mais pertinence clinique, non. Exactement, c'est un exemple parfait. Donc on ne peut pas dire que le massage classique ait eu un impact cliniquement pertinent sur la dépression dans cette étude sur 3 semaines. C'est un bon rappel, toujours regarder au-delà du CP. Donc même si on pense aux mécanismes de relaxation, d'endorphine, etc., ça ne s'est pas traduit en bénéfices cliniques mesurables sur l'anxiété ou la dépression ici. Peut-être que ça prend plus de temps, ou qu'il faut d'autres approches pour ça? C'est possible, ou peut-être que l'effet est plus subtil et pas capturé par cette échelle sur cette durée. En tout cas, sur 3 semaines, l'ajout de massage ne semble pas être la clé pour améliorer significativement ces scores HADS. Parfait. Merci pour cette analyse vraiment détaillée. Alors, maintenant, si on essaye de synthétiser tout ça, quels sont les grands messages à retenir pour nous, les kinés, dans notre pratique quotidienne? Oui, alors je dirais qu'il y a principalement 4 points clés à retenir. Premièrement, le massage classique, c'est intéressant pour la fonction et la qualité de vie physique. Ajouter du MC, même des séances courtes de 10 minutes, mais fréquentes, à la physio, ça vaut le coup d'être envisagé si l'objectif principal est de réduire l'incapacité fonctionnelle, ODI, de façon cliniquement pertinente et d'améliorer la qualité de vie physique, PCS. Ok, point 1, MC pour fonction et QOL physique. Deuxièmement, ne pas sous-estimer le pouvoir du toucher. Même un simple massage placebo, un contact structuré, ajouté à la physio, ça a montré un bénéfice cliniquement significatif sur la douleur pendant l'activité, EVA. Donc, la technique spécifique n'est pas forcément indispensable pour cet objectif-là, selon cette étude. Point 2, le toucher simple aide pour la douleur à l'activité. Troisièmement, GVF d'attente à court terme. Sur 3 semaines, il faut être réaliste. Il ne faut pas s'attendre à des changements cliniquement majeurs sur la mobilité lombaire Schaubert ou sur l'anxiété-dépression HADS. Il faut en parler avec le patient. Point 3, attente réaliste sur 3 semaines pour mobilité et psy. Et quatrièmement, c'est une technique sûre et faisable. Le massage classique, c'est bien toléré, aucun effet secondaire rapporté ici, et c'est relativement simple à intégrer dans une séance par un kiné formé. Point 4, sécurité et faisabilité. Ok, c'est très clair et très pratique comme synthèse. Donc, pour conclure notre discussion sur cette étude, on a une image nuancée finalement. D'un côté, le simple fait de toucher de manière thérapeutique pendant la séance de physio, ça aide déjà pour la douleur à l'activité. C'est ça. Mais d'un autre côté, le massage classique, avec ses manœuvres spécifiques, il se démarque. Il apporte une amélioration cliniquement significative de l'incapacité fonctionnelle, ODI, et une amélioration statistiquement supérieure de la qualité de vie physique, PCS, sur ces 3 semaines. C'est là que réside sa valeur ajoutée spécifique, d'après cette étude. Exactement.
Et il faut bien sûr garder en tête la limite principale. On est sur du court terme, 3 semaines. Il faudrait vraiment des études avec un suivi plus long pour voir si ces bénéfices, surtout ceux du MC sur la fonction et la QL physique, tiennent dans la durée. Absolument. Et ça nous amène à une dernière réflexion qui est, je pense, super importante pour nous tous, qui essayons d'avoir une pratique basée sur les preuves. C'est cette fameuse différence entre la signification statistique, le P, et la pertinence clinique, la MCID. Oh oui. On l'a vu parfaitement avec l'ODI ici. Pas de différence statistique entre les groupes, mais une différence cliniquement majeure dans le groupe massage classique. Ça montre bien qu'un P non significatif ne veut pas dire aucun intérêt, et un P significatif ne garantit pas un bénéfice réel pour le patient. Tout à fait. C'est une excellente illustration. Et ça pose une question intéressante pour notre réflexion de praticien. Quand on a un résultat comme ça sur l'ODI, un bénéfice cliniquement pertinent dans un groupe, mais sans différence statistique entre les groupes, comment on intègre ça dans notre décision? Quel poids on donne à la clinique quand la stat intergroupe ne suit pas? Ça invite vraiment à affiner notre jugement clinique, à ne pas juste regarder les p-valeurs, mais à interpréter les données de manière critique, en pensant à ce qui compte vraiment pour notre patient. Une bonne question à méditer, je trouve.